winds 120 knots to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. « 19h01. Bonsoir, très contente de vous retrouver pour un autre épisode, oui, de Radio X-Files, toujours très bien accompagné par le maître de cérémonie, Monsieur Christian Page. Comment vas-tu ce soir, Christian? Bonsoir, Camille. Ça va bien. Quoi qu'on ait, je veux pas reprendre les commentaires de tes collègues de l'émission Sans détour, mais ils ont terminé sur cette note où ils parlaient d'Elvis Presley, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le 16 août. Oui. Et pour moi, chaque année, le 16 août, c'est un peu une date tristounette, dans la mesure où ça me rappelle chaque année la mort de mon idole. Moi, j'ai 59 ans aujourd'hui, j'ai découvert Elvis Presley, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et écoute, je te raconte l'anecdote, mes grands-parents avaient un 45 tours. Bon, pour les gens qui nous écoutent, un 45 tours est un petit disque en vinyle qui faisait à peu près, je dirais, 9 ou 10 pouces de diamètre, là. Bon, grosso modo, parce que ça appartient à une autre époque. Et mes grands-parents, donc, avaient un disque, un 45 tours d'Elvis Presley qui était Blue Suede Shoes. Et à cette époque-là, tu comprends, 7-8 ans, j'avais plutôt trempé dans la culture musicale québécoise. Quand on allumait la radio, c'était les idoles de cette époque, les Steve Fizet, Pierre Ladonde et compagnie. Oui. Et puis, je prends ce 45 tours-là et c'est amusant parce que j'ai découvert Elvis Presley par accident parce que le 45 tours était brisé. Donc, il était craqué et je me suis posé dans ma tête d'enfant la question, si je réaligne les deux parties du vinyle, est-ce qu'il va jouer pareil? Donc, j'ai réaligné un peu le vinyle et là, je l'ai mis sur la platine, je l'ai fait jouer. Puis, évidemment, on entendait le OK, mais ça jouait quand même. Mais ça jouait pareil. OK. Et écoute, c'est un peu comme si j'avais eu une révélation divine. Là. Tu sais, on peut quasiment imaginer la petite lumière et les voix des anges derrière. Je venais de découvrir Elvis Presley. Et donc, j'en parle à ma grand-mère et elle me dit... presque le même jour ou le lendemain, elle me dit « tu l'aimes, Elvis Presley? Il y a une, comme il disait à l'époque, il y a une vue d'Elvis à la télé aujourd'hui. » Là, je me dis « Mon Dieu, il est chanteur, puis en plus de ça, il est acteur. » Et effectivement, cette journée-là, ou c'était le lendemain ou le surlendemain, mais c'était très rapproché, je vois donc ce film à la télévision. Écoute, mes grands-parents avaient une télévision noir et blanc encore au début des années 70. Wow. Donc, le film s'appelait Blonde, brune et rousse, la version française du film It Happened at the World Fair, un film tourné en 1962. Et là, pour la première fois, je voyais Elvis chanter. Comme le disait si bien Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Et là, je le verrais, là. Tu sais, là, donc, je voyais Elvis, le chanteur, à la télé. C'était pas un très grand film, mais ça a marqué pour moi, là, cette révélation. Et tu vois, j'ai découvert Elvis Presley, j'ai 7 ou 8 ans, puis aujourd'hui, j'en ai 59, et je te dirais que 98%, j'aime beaucoup la musique, mais 98% de mon écoute musicale est consacrée à écouter du Elvis. C'est ça, c'est une passion qui ne s'est jamais démentie. Et chaque fois qu'on arrive au 16 août, je me rappelle ce moment en 1977. J'étais devant mon téléviseur. En fait, je n'étais pas vraiment devant la télé. Tu sais, comme on fait souvent, on allume la télé pour avoir une espèce de son d'ambiance. Oui. Et à l'époque, on est en 1977, on a à peu près 4 chaînes de télévision françaises au Québec. Là. On a Télémétropole, on a Radio-Canada, on a Télé-Québec. Puis on en a peut-être une autre, mais je pense que ça se limitait à pas mal à ça. Là, tu sais, là. Donc, on syntonisait l'une ou l'autre de ces chaînes. Et à ce moment-là, la chaîne est syntonisée sur une émission divertissement là, de fin d'après-midi qui était Les Tannants, une émission phare à Télémétropole qui était animée par Pierre Marcotte, Shirley Théroux et Joël Denis de mémoire. Et Pierre Marcotte, je tiens à le dire, Christian, on l'a perdu au courant de l'été. J'ai eu la chance avec Marceau de faire une entrevue d'1 heure avec. Tu m'as refait penser à lui. Oui, un homme charmant, très sympathique. Moi, à un moment donné, je tournais une série pour
pas télé, mais Z-Télé. Oui. C'était, je crois, Rencontre avec l'au-delà, quelque chose comme ça, au début des années 2000. Et on avait tourné les encadrements de cette série-là. C'est une série américaine. Et ce qu'on faisait à ce moment-là, à Z-Télé, c'est qu'on enlevait l'animateur américain ou britannique et on le remplaçait par un animateur québécois. Et en l'occurrence, c'était moi. Donc, je faisais ce qu'on appelait les encadrements. Je présentais un peu les petits reportages qu'on voyait sur le surnaturel. Okay. Et les encadrements avaient été tournés au premier étage de l'Hélène de Champlain, qui était le restaurant dont était propriétaire Pierre Marcotte sur l'île Sainte-Hélène. Et ça m'avait permis de le rencontrer. C'est la première fois que j'avais une rencontre physique avec le bonhomme en question. Et j'ai passé de longs moments à discuter avec lui, il me racontait ses souvenirs de la télé, tout ça, ça a été un personnage qui a marqué la télévision québécoise là, dans les années 70 et tous ses souvenirs qu'il me racontait et toute son expérience de vie également dans les médias, c'était tout à fait extraordinaire. Donc, si on se ramène à 1977, je suis la télé syntonisée sur Télémétropole, c'est l'étonnant, l'émission vient de débuter. Et là, tout à coup, je vois passer, je regarde la télé de manière un peu discrète et distraite plutôt que discrète, donc distraite. Et je vois passer un bandeau dans le bas de l'écran qui nous dit Elvis Presley est mort cet après-midi à son domicile de Graceland, à Memphis, au Tennessee. Il avait 42 ans. Écoute, j'ai été comme renversé. J'y croyais tellement pas. Je me rappelle ma première réaction. Je me dis, voyons, c'est impossible. Et ma première réaction a été d'allumer la radio. Et là, peu importe le canal que tu syntonisais à la radio, on jouait du Elvis. Et là, je comprenais bien que c'était sûrement pas un hasard qu'à tous les postes, on jouait du Elvis. Il devait y avoir une raison, et effectivement, il a fallu que je me rende à l'évidence. Elvis était décédé, on avait constaté son décès cet après-midi-là. Donc, ça a été pour moi, à toutes les fois qu'on parle du 16 août, ben évidemment, il y a ce petit souvenir-là un peu triste, parce que Elvis m'a accompagné toute ma vie, dans mes moments les plus extraordinaires, les moments les plus sombres. J'ai toujours des souvenirs avec un fond d'Elvis Presley qui joue en arrière-plan. Et donc voilà. Fait que je veux pas en rajouter sur tes collègues de Sans Détour qui ont abondamment parlé d'Elvis, mais je te raconte un peu un souvenir personnel. Et quelques années après, j'ai eu la chance de visiter Graceland au Tennessee. On a fait dans toutes les séries documentaires qu'on a fait à la télé, tu comprends bien qu'on est passé à plusieurs reprises par le Tennessee. Et je pense que le premier voyage que j'ai fait dans le Tennessee, c'était de dire, on est à la fin des années 90, ça a été de dire, hey, Memphis, on s'en va à Memphis. Et effectivement, on a passé par Memphis, puis j'ai pris une journée pour visiter les lieux cultes, Graceland, visiter l'avion, le Lisa Mary, visiter aussi tout le merchandising, excuse-moi de l'anglicisme, mais les produits dérivés, les commerces dérivés qui se sont développés autour d'Elvis. Et j'ai eu la chance d'arriver au moment où j'ai visité Graceland. On était durant cette fameuse période qui soulignait la mort d'Elvis Presley. Là. Donc, c'est un moment très important dans l'année au niveau commercial. Donc, on organise des fêtes, des soirées, des concerts en plein air. Évidemment, c'est Elvis dans le tapis. Et ça a été pour moi un grand moment de voir un peu ces lieux où avait vécu mon idole. Tu sais, je me suis retrouvé bon, pour toi, ça ne te dira rien, mais pour les fans d'Elvis qui nous écoutent, je me suis retrouvé dans la Jungle Room, une pièce à Graceland qui est tout à fait mythique parce que c'était l'endroit où Elvis faisait un peu ses pratiques avec les membres de son groupe. Okay. Mais on y a enregistré également quelques albums, dont notamment le dernier album, je dis quelques albums, on a enregistré des pistes de certains albums dans la Jungle Room, mais on a enregistré un album complet qui est malheureusement le dernier album studio d'Elvis qui s'appelle Way Down, qui a été enregistré dans la Jungle Room. Donc, quand je suis arrivé dans cette pièce un peu mythique avec le piano, on voit les instruments, tu dis wow, je pouvais imaginer Elvis au milieu de ses compagnons pratiquer ses concerts, mais en même temps enregistrer les pièces de certains albums.
C'est un grand moment. Tu as eu droit à l'immersion complète. Là. Ouais, l'immersion. Je me rappelle, aujourd'hui, on peut visiter le 2e étage, chambre à coucher et salle de bain, là où Elvis est mort, mais à l'époque, on pouvait pas faire ça. Ah? C'était des pièces qui étaient interdites de visite. Je pense qu'on avait, de mémoire, on pouvait voir la chambre à coucher, mais il était hors de question d'aller dans la salle de bain où Elvis a été retrouvé mort le 16 août 1977. Il y avait un tabou? Ouais, c'est ça. C'est une espèce de tabou. Il y avait, je pense que les gens qu'on se percevaient voir la salle de bain, c'était un peu comme un voyeurisme malsain. OK. C'est parce que on arrivait là, puis on s'imaginait Elvis étendu, nu, devant malheureusement la bolle de toilette, là, parce qu'on connaît les faits, là. C'était très tôt le matin, vers 5 ou 6 heures du matin, il avait dit à Ginger Alden, il dit, bon, ben, je vais aller à la salle de bain. Elle s'endort à ce moment-là. Lui va à la salle de bain. Il y avait des problèmes de constipation très importants. Il était d'ailleurs suivi médicalement pour ça, mais en fait, il prenait des concoctions de médicaments qui ne faisaient qu'augmenter ses problèmes de constipation. Ah. Et puis, il y a eu un malaise cardiaque à ce moment-là, entre guillemets, à trop forcer. Il y a eu un malaise cardiaque. Il a eu le temps de se relever pour visiblement peut-être chercher de l'aide, mais il s'est écroulé sur le plancher de la salle de bain. Okay. Donc, il est pas mort assis sur la toilette, mais il est mort plutôt étendu dans la salle de bain. Mais c'était effectivement l'idée de voir la salle de bain était un peu un voyeurisme malsain. Donc, on pouvait pas voir la salle de bain, mais aujourd'hui, on peut le faire. Donc, si on visite Graceland, on a accès à ces pièces qui étaient interdites il y a une vingtaine d'années. Mais bon... Ça a été un moment tout à fait, pour moi, Elvis, ça a été la grande révélation et ça m'a suivi toute ma vie et encore aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, presque la totalité de mon temps d'écoute musicale est consacré à Elvis Presley. Et c'est drôle parce que le chroniqueur musical de l'émission auparavant, Eric, il m'a demandé si tu allais en parler. Il osait pas faire sa chronique. Il dit peut-être que Christian, chaque année, il en parle. J'ai dit, c'est pas à l'horaire pour ce soir. Peut-être demain, avec les dites théories du complot, on va peut-être glisser mot, mais on l'a refait ce soir. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais en fait, c'est ça. C'est un souvenir très personnel. C'est une vision un peu très intimiste de moi, mon lien que j'ai avec Elvis Presley. Puis c'est assez amusant parce que je suis pas l'individu qui se teint les cheveux en noir, qui se laisse pousser des favoris pour ressembler à mon idole. Mais crois-moi, ma relation avec Elvis Presley, elle est très intimiste. Hein? Je veux dire, c'est pas du fanatisme, mais je comprends l'expression quand on dit un fan d'Elvis. Là, ben je me définis vraiment comme un fan d'Elvis. J'ai une collection d'albums, des CD d'Elvis. En fait, j'avais tous les vinyles dans les années 70-80 là, de cette époque. Donc, j'avais les vinyles. Et lorsque le CD est arrivé, ben évidemment, j'ai acheté à nouveau tous les albums, mais en CD, parce que peu à peu, la table tournante avec l'aiguille, ça devenait un peu désuet. Je sais qu'il y aura toujours des puristes à l'écoute qui diront, oui, mais le vinyle, il y avait quelque chose là-dedans. Oh, ça revient, c'est ça. Tu sais, je me rappelle, il y a quelques semaines, j'étais avec Richard Zedserois, le même éditeur, et on parlait ensemble. Puis Richard est un maniaque du vinyle. Hein. C'est le vinyle de l'insomniaque. Ouais, voilà. Il me disait, tu sais, quand tu mettais ton vinyle puis ton aiguille dessus, puis là, ça commençait avec un... Avant que la musique commence, il y avait quelque chose d'intimiste, d'une relation là entre toi et l'album de vinyle. Et les puristes sont restés avec cette relation qui était beaucoup, c'est vrai, peut-être plus chaude que peut-être le CD, mais le CD la qualité sonore est supérieure et surtout ne s'abîme pas. Hein, un disque en vinyle, moi j'ai des albums d'Elvis, il y a des pièces, là, quand tu prends l'album, quand tu sors le vinyle là, qui est noir, là, en vinyle, ben tu vois qu'il y a des plans, il y a des plages qui sont plus blanchâtres que d'autres à force de jouer. Puis écoute, certaines sont devenues, là, on a l'impression qu'on fait cuire du popcorn en arrière tellement la pièce a joué alors que ça ne se produit pas avec un CD. Et j'ai, au cours des années, acheté des CD avec des qualités sonores extraordinaires de concerts d'Elvis dans les années 70. Moi, ma période favorite d'Elvis est entre 1967-68 et 1975, je te dirais. À partir de là, on voit que le personnage, surtout en concert, là, il est beaucoup moins performant. Il commence à prendre du poids. Les effets de tous ces médicaments se ressentent sur scène également. Mais la période, là,
67-68 jusqu'au 1974-75. C'est une très, très bonne période pour Elvis. C'est ma période favorite. Et j'ai acheté, donc des box qui étaient très spéciaux, des coffrets spéciaux de concerts ou d'enregistrements. Parce que on s'imagine, tu sais, moi, j'ai à peu près tous les enregistrements d'à peu près toutes les chansons d'Elvis en studio. Parce qu'on s'imagine, par exemple, je te mentionne une de mes pièces favorites qui est Gentle on My Mind. Une reprise d'un succès un peu country de Glenn Campbell. Et Elvis le fait un peu soul, cette reprise-là. Ben, évidemment, tout le monde qui aime Elvis Presley connaissent la version Gentle in My Mind qui a été commercialisée. Mais on oublie que avant d'arriver à cette version-là, Elvis l'a enregistré 25 fois, là. Okay. Il enregistrait avec un tempo plus rapide, un tempo moins rapide, avec des chœurs, pas de chœurs, avec des violons, pas de violons. Ben moi j'ai toutes les versions. Là, donc c'est ça, ces fameux box, ces coffrets. Ben très souvent ce sont des versions qui n'ont pas été commercialisées. Ce sont ou des pratiques ou des versions que pour X ou Y raison le jugé moins commercial que la version 21 par exemple. Donc on a commercialisé la version 21, mais souvent même pour les gens qui connaissent bien Elvis, c'est pas toujours la version qu'on a commercialisée, pas toujours la meilleure. Mais non. Moi, je peux te dire qu'il y a des versions notamment d'In the Ghetto, un grand succès de la fin des années 60 qu'Elvis a fait. Ben, la version qu'on entend jouer et rejouer n'est pas la meilleure version. Il y a des versions sans les chœurs en arrière-plan qui sont tout à fait extraordinaires. Bon, bref, voilà, c'était mon commentaire. Je pourrais t'en parler longuement parce que ma relation dure depuis tant d'années et j'ai une connaissance tellement, je dirais pas jusqu'à dire encyclopédique, mais une connaissance tellement grande de toute l'œuvre d'Elvis, de ce qui a été fait, comment il l'a fait, pourquoi il le fait. Et pour moi, ma chanson favorite reste If I Can Dream, une chanson d'ailleurs quand j'entendais tes collègues qui ont parlé notamment du film qui est actuellement à l'affiche, que j'ai trouvé très très bien. Okay. Mais encore une fois, on a souvent parlé d'un film basé sur une histoire vraie. Il y a quand même, on a fait quelques détours et quelques entorses à l'histoire ici, mais néanmoins pour moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Et ce que j'ai aimé de ce film, c'est qu'on a beaucoup insisté sur un moment charnière dans la carrière d'Elvis, qui a été son retour sur scène en 1968 avec un spécial télévisé qu'on a appelé le NBC TV Special et qui est encore considéré par les experts musicaux comme l'une des plus grandes performances jamais réalisées à la télévision. Wow, okay. Et à la fin de ce spécial télévisé, Elvis a chanté une chanson qui s'appelle If I Can Dream. Je pense que tout le monde a en tête ou ont vu cette image d'un Elvis habillé en blanc avec des grosses lettres écrites Elvis derrière lui. À ce moment-là, il chante If I Can Dream. Et curieusement, pour moi, c'est la meilleure chanson d'Elvis, mais je dis curieusement, mais avec raison, Elvis ne l'a jamais rechantée dans aucun concert. Et c'est une pièce qui est devenue mythique. Pourquoi? Parce que elle avait été écrite en souvenir de l'assassinat de Martin Luther King, je dis l'assassinat, mais c'est des assassinats de Martin Luther King et de Robert Bobby Kennedy. Et en même temps, on était durant la guerre du Vietnam. Et les gens commençaient, et en particulier chez les jeunes, on commençait de plus en plus à désavouer la présence américaine au Vietnam. Et cette chanson, If I Can Dream, si je pouvais rêver, elle raconte un peu le désarroi qu'on a face à une société qui est un peu en train de s'écrouler, où on perd nos valeurs. Oui, ça brassait. Et comme tu dis, ça brassait. Et If I Can Dream est une chanson poignante quand on écoute les paroles de cette chanson-là. C'est une très, très grande chanson. Tellement grande que Elvis a refusé de la refaire ensuite. Il l'a chanté dans le NBC TV Special, mais après, ça a été pour lui un peu comme, je dirais, un héritage qu'il a laissé à la musique. Je l'ai chanté et en souvenir, triste souvenir de la mort de Martin Luther King, triste souvenir de la mort de Robert Kennedy. D'ailleurs, If I Can Dream, il reprend un peu le discours que Martin Luther King avait fait sur les marches à Washington, là, devant le mausolée d'Abraham Lincoln, où il dit si je pouvais rêver, et là il parle de la nation américaine. Donc le titre de la chanson est une reprise du discours de Martin Luther King, et après Elvis se dit, j'ai fait cette chanson-là en souvenir de ces deux grands hommes décédés d'une époque également, et je vais laisser ça comme ça.
Donc, un peu comme par respect pour ce momentum, il n'a jamais refait If I Can Dream en concert. Donc, la seule version, je dis la seule version, c'est pas vrai. Mais la seule version que l'on a des If I Can Dream, c'est celle du NBC TV Special. Mais de toi à moi, il l'a quand même refait 7 ou 8 fois en studio avant d'arriver à cette version-là. Et j'ai toutes les versions, tu sais. Certaines sont plus rapides, un peu moins rapides. Ouais. Donc, si on me parle de If I Can Dream, je dis, c'est la version, la célèbre chanson qui va fermer le NBC TV Special. Mais avant d'arriver à cette version-là, Elvis l'a quand même repris à quelques reprises. Et avec des tempos plus rapides, moins rapides, avec des chœurs, pas de chœurs, etc. Donc, j'ai toutes les versions de If I Can Dream. Et ça reste pour moi la plus belle pièce dans toute la carrière d'Elvis Presley. Donc, ça, c'était ma chanson favorite. Voilà, on a assez parlé d'Elvis. Ça nous éloigne de notre sujet paranormal de ce soir. Et le sujet, je crois qu'on demeure dans la même décennie, si je me trompe pas, tu sauras me le dire, autour des années 50, les expériences du docteur Bernard Grade. Oui, en fait, cette idée-là, mais en fait, on va parler des guérisseurs. Okay. Et cette idée-là de te parler des guérisseurs m'y est venue avec, juste avant la pause de l'été, l'émission JE à TVA ont fait un spécial sur les guérisseurs. Et ils se sont concentrés sur ces espèces de preachers qui disent, voilà, je suis nimbé d'un pouvoir divin, je peux guérir les gens. Et très souvent... il y a une espèce de mise en scène derrière ça. Ces gens-là se réclament bien sûr de quelques pouvoirs célestes et divins. Et dans le reportage de TVA, on voyait ça, c'était presque du grand guignol. Et bien sûr, les mises en garde du Collège des médecins en disant attention. Oui. C'est vrai que les gens, puis je sais de quoi je parle, lorsque les gens sont atteints de maladies graves, souvent, ces gens-là vont perdre leur repère et on est prêt, surtout si la maladie arrive en phase terminale, les gens veulent tellement vivre qu'ils sont prêts à essayer n'importe quoi. Beaucoup d'espoir qui viennent altérer le jugement, c'est ça. Voilà, donc on a une maladie palliative et là on est en soins palliatifs et on s'est dit qu'est-ce que je peux faire? La médecine ne peut plus rien faire pour moi. Donc les gens vont se tourner vers ces espèces de guérisseurs fantoches qui nous promettent toutes les espoirs, malheureusement, souvent avec un coût élevé, mais un coût pour la santé qui, lui, malheureusement, reste très, très faible. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bénéficié de guérisons miraculeuses. Néanmoins, et je souligne le bon reportage de TVA. Mais il y a un petit côté qu'on a laissé, qu'on a oublié. Et ce petit côté oublié, c'est que dans les milieux de la recherche en parapsychologie, depuis les années 50, on s'est beaucoup intéressé à ce phénomène des guérisseurs. Parce que les guérisseurs, c'est pas seulement le preacher qui est là, qui nous brandit sa Bible en disant qu'il a le pouvoir divin, un peu à la Jim Jones, tu sais, je vais guérir tout le monde. Non, il y a un domaine de la recherche en parapsychologie où on s'est intéressé à ces phénomènes parce que tous les villages, et principalement au 19e siècle, quand on avait une vie très rurale, dans chaque village, il y avait le ramancheur, le guérisseur, on allait le voir, et dans certains cas, des gens tiraient une espèce de bénéfice autour de ces guérisons-là, et on aurait tendance, en psychologie, à dire, mais c'est un effet placebo, tu t'as mal quelque part, tu vas voir le guérisseur, puis là, il te fait un toucher thérapeutique, et finalement, tu te sens guéri, c'est un effet placebo. Mais les chercheurs en parapsychologie ont été beaucoup plus loin que ça. Ils ont voulu savoir s'il y avait bel et bien des bénéfices qu'on pouvait tirer de ça. Et l'un des tout premiers à faire de la recherche autour de ça, avec des résultats très intéressants, c'est le docteur Bernard Grade. C'est un oncologue de Montréal qui faisait de la recherche à l'université McGill. Il est décédé il y a quelques années, mais pendant de longues années, parce qu'il y avait des antécédents familiaux, des gens qui avaient été très malades dans sa famille autour de lui, et tout ça l'avait intéressé, tu sais, le pouvoir de la guérison, tout ça. Il s'intéressait à la guérison de façon générale. Et à un moment donné, avec son savoir médical, son savoir académique, il s'est dit, ça serait intéressant de voir tous ces gens qui prétendent avoir des dons de guérisseurs, est-ce qu'ils peuvent réellement apporter un bénéfice quelconque? Et il a mené des recherches fort intéressantes, et des recherches qui ont été reprises depuis. On a tout
tout un pan de la recherche en parapsychologie qu'on appelle la guérison psy. Psy, on en a longuement parlé la semaine dernière, d'où ça vient. Donc, la guérison psy ou la guérison spirituelle. Et avec des résultats, là, si on regarde ça très froidement avec un esprit critique, c'est vrai qu'il y a certains résultats qui semblent, a priori, être fort intéressants. Et ça sera donc notre sujet en deuxième partie d'émission, ces recherches qui ont été menées sur la guérison et qui ont été un peu laissées de côté par le reportage de TVA sur les guérisseurs. Parce que bon, c'est toujours l'idée du balancier. Entre y croire et ne pas y croire, il y a entre les deux peut-être une recherche qui a été établie, qui est plus rigoureuse, mais qui malheureusement, lorsqu'on en parle, et je le sais pour avoir écrit sur le sujet et avoir énormément de publications sur le sujet, ce sont des publications qui se sont faites dans des périodiques scientifiques. Malheureusement, que ce soit pour parler des fantômes, de la guérison ou de n'importe quel autre phénomène un peu mystérieux ou qui relève de la parapsychologie, lorsqu'il y a une recherche rigoureuse qui est faite autour de ça, elle est publiée dans des périodiques scientifiques. Malheureusement, qui lit les périodiques scientifiques, à part les scientifiques? À peu près personne. Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ce sont des abonnements qui sont souvent très coûteux. C'est une littérature souvent très hermétique qui s'adresse à une élite, donc pas le public en général. Donc ça passe un peu, et il n'y a pas de courroie, surtout il n'y a pas de courroie de transmission. Il y a très très peu de journalistes qui vont s'intéresser à ces articles publiés dans la presse scientifique pour pouvoir les vulgariser auprès d'un public néophyte. Il y a à peu près personne qui fait ça. Puis je pense qu'au Québec et sinon au Canada, je dois être le seul journaliste à faire ce travail-là. Donc il y a très très peu de courroie de transmission. Donc c'est des recherches qui passent un peu sous le manteau et on reste entre l'idée de croire n'importe quoi et l'idée du preacher avec sa Bible qui nous dit que c'est le bon Dieu qui intervient. Donc, malheureusement, c'est l'état actuel de la connaissance, disons, populaire par rapport aux guérisseurs. Mais il y a derrière ça quand même des recherches qui ont été plus rigoureuses, qui ont été faites. Et on va en parler tout de suite après la pause, mais juste avant, je crois que déjà? Hey, écoute, je viens de voir ça. Mon Dieu. Je me suis égaré encore une fois. C'est correct. Tu dis que t'as pas des connaissances encyclopédiques sur Elvis Presley, mais t'es une encyclopédie en soi, qui sent toujours des informations hyper développées, puis à nous partager, puis à nous faire découvrir. Pour ma part, ça a été ça ce soir. Et merci, je crois Camille, que gentil. Non, mais c'est authentique, c'est pensé. J'adore te parler, Christian, t'es fascinant. Et le documentaire que tu recommandes à nos auditeurs ce soir, je crois que c'est dans ma liste sur Netflix, Voyage aux confins de l'esprit. Aux confins de l'esprit, qui est une version française. C'est un documentaire en 4 épisodes d'1 heure. C'est une version française de How to Change Your Mind, qui est une série documentaire anglaise qui est basée sur un livre éponyme qui a été fait par Michael Pollan. Et il parle ici des psychonautes. Et les psychonautes, c'est pas des voyageurs du temps. Non, les psychonautes, ce sont des gens qui ont expérimenté avec des psychotropes, des drogues psychotropes. Et il y a plusieurs articles qui sont sortis cet été, qu'il y a des universités qui vont... On dirait qu'il y a comme une effervescence face la psilocybine. Oui, c'est ça. Donc, on a dans la série en quatre épisodes nous parle de 4 drogues psychotropes qui ont été utilisés dans la recherche avec des résultats ou des effets qui sont tout à fait extraordinaires. On parle du LSD, la psilocybine, la MDMA et la mescaline. Et ce sont très souvent des drogues qu'on entend associées à un trafic de narcotiques un peu sombre et louche. Des gens qui sont pognés aux douanes. Ouais, c'est ça. C'est surtout la MDMA. Ouais. Mais c'est vrai. Mais tu te peux nul. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui ont été faites autour des effets de ces drogues et de leurs effets psychotropes. Et on découvre dans ce documentaire-là que ces drogues ne sont pas aussi méchantes que les campagnes médiatiques ont bien voulu nous le dire. Mais ensuite, il y a des effets et les gens vont se dire, qui nous écoutent, vont se dire, oui, mais quel est le lien entre les psychotropes et les phénomènes paranormaux? Quand on regarde ces émissions, on
voit que les psychotropes vont élargir nos sens cognitifs. Et en élargissant nos sens cognitifs, on perçoit le monde autour de nous différemment. Et il y a tout un pan de la recherche dans le domaine notamment des fantômes où on se pose la question, est-ce qu'il y aurait des gens qui, de façon naturelle, auraient des sens cognitifs plus développés ou ils seraient plus sensibles à leur environnement, comme on a l'impression que les drogues psychotropes nous apportent. Donc, les gens qui sont sous l'effet du LSD, par exemple, diront, j'avais l'impression que je pouvais sentir les couleurs, voir la musique, tu sais, des trucs un peu étranges, tu sais. Donc, et c'est vrai que dans certaines expériences de phénomènes paranormaux, on a des gens qui, sans être sous l'effet de psychotropes, vont tenir des discours à peu près semblables. Donc, il y a un intérêt à savoir, est-ce que les psychotropes peuvent induire des situations ou des contextes qui vont favoriser les sens cognitifs et qui se rapprochent un peu des phénomènes paranormaux. Et il y a notamment un épisode où on parle justement de cette vision un peu, je te dirais, hippie des années 60, c'est comme on l'imagine. Et ça me faisait penser, j'ai un bon ami à moi, il y a un moment donné, on va le recevoir à l'émission, un type qui s'appelle Gilles Bédard. Et Gilles Bédard a fait une expérience de mort imminente, donc la NDE, avec tout ce qui s'ensuit là. Donc, il meurt, il se voit en dehors de son corps, le tunnel, la lumière, etc. Mais dans le discours de Gilles, il raconte un truc qui m'avait fasciné à l'époque lorsqu'on s'était rencontrés. Il me disait qu'il entendait de la musique. Et ça, c'est un discours qui revient souvent un peu lorsqu'on parle des psychotropes. C'est l'idée d'entendre une espèce de musique. Et Gilles me racontait que durant son expérience de mort imminente, il entendait de la musique. Et évidemment, il y a tout l'aspect du contact, il voit la lumière, les personnages qui l'invitent à retourner dans son corps et tout le reste, mais tout ça sur fond musical. C'est un peu ça qui est différent de son histoire, il y a ce fond musical. Et il me disait que lorsqu'il a vécu cette expérience, il était un peu néophyte dans la musique électronique, qui était un peu naissante d'ailleurs à cette époque, et il me dit, il y avait une sonorité musicale qui était absolument enivrante. Et il me dit, lorsqu'il est revenu de ce voyage, entre guillemets, dans l'au-delà, il s'est intéressé à la musique électronique pour essayer de retrouver cette sonorité. Et au début, il l'a retrouvé un peu avec un groupe musical qui s'est fait bien connaître dans les années 80, qui s'appelait Tangerine Dream. Et il disait, quand j'écoutais des albums de Tangerine Dream, je retrouvais un peu cette sonorité musicale jusqu'à temps qu'il tombe sur un type qui s'appelle Steve Roach, qui fait de la musique électronique. Et là, ils écoutent Steve Roach. On a l'impression qu'il a dû voyager dans l'au-delà pour créer de la musique semblable. Et le discours de Gilles m'est revenu souvent en tête lorsque je regardais cette série qui, je le rappelle, s'appelle Aux confins de l'esprit. Oui. Et il y avait dans ce discours-là des choses que les gens racontaient qui me rappelaient le discours de Gilles Bédard. Et je trouvais ça très intéressant. Est-ce que finalement, des drogues psychotropes pourraient replacer des gens dans une situation un peu comme le sont les expériences de mort imminente? Et si c'est le cas, est-ce que les expériences de mort imminente seraient créées par une forme de drogue psychotrope générée par le cerveau et non pas forcément un voyage dans l'au-delà? C'est fascinant. On est ici, là, je pense que ça porte bien son nom. On est aux confins de l'esprit. Et ce que ça nous montre, bien sûr, c'est que le cerveau est une machine excessivement complexe qui peut faire des prouesses extraordinaires. On vous laisse avec la bande-annonce et au retour, ce sera le sujet de la soirée et c'est même sur Radio X. Parfait. We've all heard really scary things about psychedelics. They scrambled your chromosomes. They caused you to hop off of buildings. It was all terrifying. So I took a look at the true effects of these substances. I was very surprised at what I found. Mescaline, psilocybin, MDMA, LSD. For a lot of people, this was the bad and evil drugs. But the opposite is true. There are really people who could benefit. Can't wait to see what's going to happen. What if mental health problems like OCD, PTSD, alcoholism, and depression could all be helped? I'm a fairly conservative, sober scientist, but I've seen it work. And this medicine here starts to help heal. Some of my friends said, don't do it. Psychedelic therapy has the potential to revolutionize mental health care. They broaden the lens and you realize, oh my goodness, there's all of this. I didn't know. It's like a light bulb has gone off.
My story is the same story as millions of veterans. Where my story becomes unique is I took MDMA 3 times. It saved my life. It really did short-circuit the suicidal period that I was in. It's not like magic bullet that everything's perfect. But just think how much human suffering could be relieved. This is the tool for understanding the mind. María Sabina fue una mujer que, ahora sí, le abrió puerta a todo el mundo. This tension continues to grow. If the drug war ends, what's the peace look like? We're all striving to have good health and happiness. This medicine helped me stand on my own 2 feet. True science probes the very frontiers of human knowledge. And that's where psychedelic research is right now. Radio X-Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page et Camille. Radio X. 19h37 de retour dans Radio X-Files. Et ce soir, le sujet principal, en fait, nous nous pencherons sur le phénomène des guérisseurs. Oui, et là, je vais t'amener un peu, je suis un vieux monsieur, je vais t'amener encore un peu dans le passé. Je te ramène aux alentours des années 1930-1940. Hein. C'est là que, disons que l'implication de Bernard Grade va trouver sa source. À cette époque, évidemment, on propose les phénomènes paranormaux. On est au tout début de ce qu'on va appeler la parapsychologie expérimentale. Au départ, les parapsychologues s'intéressaient aux phénomènes de la survie. C'était à la fin du 19e siècle, on avait le mouvement spirit, et peu à peu, les parapsychologues ont pris leur recul par rapport aux communications avec l'au-delà et ont commencé à s'intéresser aux facultés humaines, la télépathie, la télékinésie, donc le pouvoir de la pensée sur la matière. Donc tous ces phénomènes qui sont liés à des habiletés, le 6e sens, comme on pourrait dire. Et à cette époque, on émet toutes sortes d'hypothèses. Et l'une des hypothèses qu'on émet, c'est qu'il y aurait une espèce de fluide invisible, un éther autour de nous qu'on pourrait contrôler pour obtenir des bienfaits. Et cet éther mystérieux, on lui donne un nom, ça s'appelle l'orgone. Donc cette énergie invisible, invérifiable, l'idée de cette hypothèse se répand. Mais bon, rapidement, on va écarter l'idée de l'orgone, mais c'est à ce moment-là que Bernard Grade, qui est un scientifique, qui est un jeune scientifique à ce moment-là, on est dans les années 40, qui commence à s'intéresser à ce phénomène. Bon, au début, il adhère à l'idée de l'orgone, cet éther invisible qui nous entoure. Peu à peu, il va mettre ça de côté en même temps que la communauté parapsychologique, mais il va rester intéressé par le phénomène de la guérison, parce que dans sa famille, il y a eu des gens qui ont souffert de maladies infantiles, qui sont restés paralysés, même certains qui sont décédés. Okay. On s'en rend pas compte, mais à l'époque, une maladie comme la méningite ou une pneumonie pouvait rapidement entraîner la mort. Hein. Les soins médicaux étaient inadéquats et souvent les gens vivaient dans des régions très rurales, donc pas forcément les médicaments et les soins médicaux appropriés. Les gens décédaient. Et c'est un peu l'histoire de la famille de Bernard Grade. Donc Grade s'intéresse à ça. Il va devenir un scientifique renommé, un grand oncologue, donc qui fait de la recherche sur le cancer, mais en arrière-plan, il y a toujours cette idée de la guérison. Et à un moment donné, alors qu'il a atteint son statut. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut ébranler Bernard Grade. Il a son statut, il est diplômé de l'Université McGill, la très prestigieuse Université McGill. C'était assez amusant parce que j'ai une amie à moi qui est diplômée de McGill et moi, je suis diplômé de l'Université de Montréal et à toutes les fois où on se rencontre, il y a toujours un peu ce mépris. Tu sais, elle me regarde. Ouais. Le diplômé de McGill. Le diplômé de... C'est ça. Mais c'est vrai que McGill a un statut extraordinaire et en particulier dans le domaine de la médecine, un médecin diplômé de l'Université McGill, c'est du gros calibre, hein. Comme aux États-Unis, les gens qui sont diplômés de Yale ou Harvard, c'est le sommet, c'est la crème de la crème. À Montréal ou au Canada, l'Université McGill, c'est le podium. Donc, Bernard Grade fait de la recherche en oncologie à l'Université McGill. Il est diplômé de cette même université. Et là, à la fin des années 50, il commence à s'intéresser de manière plus ouverte au phénomène de la guérison.
Et il va élaborer une expérience qui est assez surprenante. Il va prendre 48 souris qu'il va diviser en 3 groupes de 16. Hein. Ce que je te raconte, c'est ce qui est connu dans le domaine de la parapsychologie comme étant l'expérience de Bernard Grabe. Il y en a fait d'autres, mais c'est celle-là qui va marquer un peu le pas dans le domaine de la recherche sur les guérisseurs. Donc, il choisit 48 souris qu'il va séparer en 3 groupes de 16. Un groupe sera appelé le groupe témoin, le second groupe sera appelé le groupe traité et le troisième sera le groupe chauffé. Et tu vas comprendre pourquoi on leur donne ces noms-là. Sur chacune des souris, avec un instrument chirurgical, on les rase et on prend une petite biopsie en utilisant toujours le même scalpel, la même pince pour prendre la biopsie. Okay. Et les souris, donc, tu comprends que les 48 souris se retrouvent toutes avec plus ou moins la même blessure. Bon, je sais que les gens diront, oui, mais on pensait pas à la protection des animaux. Mais bon, malheureusement, la recherche... Ouais, c'est une autre époque. Et la recherche scientifique à cette époque faisait pas trop dans la dentelle lorsqu'il s'agissait d'utiliser des animaux de laboratoire. Donc, on prend nos 48 souris, on fait des prélèvements, et là, on les place dans ces 3 groupes, comme je l'ai mentionné, témoins, traités et chauffés. Et là, Bernard Grabe va se tourner vers un guérisseur qui excessivement connu à Montréal et même dont la réputation déborde des frontières de Montréal, qui s'appelle Oscar Estebany. On l'appelle le colonel Estebany. En fait, c'est un titre qui s'est peut-être donné, on le sait pas trop. Il a un passé un peu mystérieux. Il est d'origine hongroise. Il aurait été impliqué durant la Deuxième Guerre mondiale, aurait fui l'occupation nazie et serait venu à Montréal. Et il a ce don de guérisseur. Les gens viennent de partout pour voir Estebany et il fait une espèce de toucher thérapeutique et les gens disent que ses pouvoirs sont extraordinaires. Donc, il a une très, très grande réputation. Si dans les années 50, début des années 60, on cherchait à Montréal un guérisseur, le premier nom qui venait en tête, c'était Oscar Estebany. Donc, Bernard Grabe va demander à Oscar Estebany de venir au laboratoire. Et là, il y aura un premier groupe de souris, notre fameux groupe témoin, qui, ces souris, placées indépendamment dans des cages. Hein, donc, on a un groupe de 16 souris indépendantes dans des cages. Ce groupe n'est absolument pas touché, il est laissé comme tel. Un deuxième groupe va être manipulé 15 minutes durant, tous les jours, 2 fois par jour, par des laborantins. Donc, les laborantins ne touchent pas la souris. Les laborantins prennent la cage, manipulent la cage, la remettent sur l'étagère, en prennent une deuxième. Donc, il y aura 16 souris qui seront manipulées par les laborantins, qu'on va appeler le groupe traité. Et le groupe chauffé sera un groupe de 16 souris qui, elles, seront placées entre les mains d'Oscar Estebany, pour voir si les souris manipulés par Oscar Estebany vont guérir plus rapidement ou différemment des groupes témoins ou des groupes chauffés. Et voilà qu'on constate, après une semaine, on constate déjà que les souris manipulées par Oscar Estebany commencent à présenter une cicatrisation beaucoup plus grande que les autres souris. Autant celles manipulées par les laborantins que celles laissées dans leur cage sur les étagères. Et après 2 semaines, cet aspect de la guérison est tout à fait indéniable. Donc, les souris manipulées par Estebany semblent guérir plus vite que les autres. Et là, on ne peut pas accuser les souris d'avoir un effet de dire « c'est du placebo, les souris ont été convaincues d'avance ». Absolument pas. Et comme il n'y a pas eu de toucher, hein, Oscar Estebany, comme les laborantins, ne touchent pas directement les souris, mais ne font que manipuler les cages. Elles reçoivent donc la même quantité de chaleur humaine ou d'énergie, ou peu importe, que n'importe lesquelles. Or, pourquoi le groupe manipulé par Oscar Estebany semble-t-il guérir plus rapidement? Évidemment, on est ici, dès que les résultats sont publiés, on donne de l'eau au moulin aux théories des guérisseurs, à l'aspect de ces guérisseurs. On se dit, là, on est en train de nous dire que les guérisseurs, c'est vrai. Et tu comprends que dans le milieu médical, puis je vais revenir, mais dans le milieu médical, il y a une levée de bouclier, et qui plus est, lorsqu'on parle de la santé des gens, on veut pas que les gens aillent voir n'importe quel illuminé qui prétend avoir des dons. Alors là, dès que Bernard Grabe publie ses résultats, on se dit, oui,
mais 48 souris séparées par des groupes de 16, c'est pas vraiment significatif. Bernard Grad va refaire la même expérience en utilisant cette fois 300 souris à l'université du Manitoba à Winnipeg, avec toujours Oscar Estebany comme celui qui va être le guérisseur. Et là encore, il y aura un groupe de 100 souris qui seront laissées sur l'étagère, 100 souris manipulées par des laborantins et 100 souris manipulées par Oscar Estebany. Et encore une fois, les souris manipulées par Oscar Estebany présentent un taux de guérison plus élevé, plus grand, plus significatif que les autres groupes de souris. Alors là, on ne sait... Pourquoi? C'est ça, je t'écoute, mais pourquoi? On le sait pas. Et là, Bernard Grad va même pousser son expérience plus loin. Il va utiliser Oscar Estebany avec de la culture sur l'eau. Hein, il va prendre de l'eau. C'est ça, parce que là, je sais que tu me dis pas, mais pourquoi? On le sait pas. Je suis désolé de te le dire, Camille, on le sait pas. On va prendre Oscar Estebany et Bernard Grad va lui faire toucher de l'eau. Donc là, on a 3 cultures d'orge. On a un groupe d'orge qui est laissé comme tel dans l'environnement avec la pluie, tout ça. On a une petite culture d'orge qui est arrosée tous les jours avec de l'eau prise du robinet. Et puis on a une troisième culture qui, elle, est de l'orge, mais qui est arrosée essentiellement par de l'eau, pardon, qui a été placée dans des bocaux manipulés par Oscar Estebany. Et là encore, après 2 semaines, les cultures, les cultures arrosées par l'eau manipulée par Oscar Estebany présentent des pousses plus grandes, plus vigoureuses, comme si l'eau avait été chargée d'une énergie positive qui avait amélioré la culture en elle-même. Au décès d'Oscar Estebany, Bernard Grad va poursuivre ses recherches. Cette fois, il va utiliser un autre guérisseur bien connu à Montréal, moins spectaculaire que Oscar Estebany, un type qui s'appelle George Hill. Il va faire notamment une expérience en lui faisant toucher des bananes. Donc là, on prend des bananes, on a des bananes qui sont laissées sur le crochet, on a des bananes qui sont manipulées par le laborantin et des bananes manipulées par George Hill. Et les bananes manipulées par George Hill deviennent rapidement beaucoup plus noires que les autres bananes. Donc, encore une fois, on a l'impression, je le dis bien, c'est une impression qu'il y a une espèce d'énergie qui interagit à la fois sur les souris, à la fois sur l'eau manipulée par Oscar Estebany ou encore sur les bananes manipulées par George Hill. Mais c'est très insuffisant pour tirer des conclusions. Donc, les gens disent oui, et en particulier les milieux académiques et le milieu médical, on ne badine pas lorsqu'il s'agit de la santé des gens. Hein. On se dit ouais, c'est beau, c'est intéressant comme recherche, mais il faudrait avoir d'autres recherches du même genre qui soient reprises avec d'autres résultats positifs avant de conclure que quelque chose de tout à fait bénéfique se passe. Après, éventuellement, Bernard Grad, vieillissant, va abandonner ce type de recherche, mais il y a d'autres recherches qui seront reprises ailleurs dans le monde. Puis je t'en cite une, entre autres, qui a fait beaucoup parler. En 1991, on a des chercheurs en Californie qui ont pris des salamandres. Et des salamandres, c'est un amphibien, et ils ont la propriété de faire repousser leurs membres. Donc, si tu lui coupes une patte, la patte va repousser. Donc là, encore une fois, pour les gens sensibles, on a coupé les doigts des salamandres. Donc, on a pris des groupes de salamandres et on a coupé les doigts des salamandres. Et là encore, on avait à peu près la même mécanique que celle proposée par Bernard Grad. On avait des salamandres qui étaient laissées simplement sans manipulation particulière, un groupe qui était manipulé par des laborantins et un autre groupe manipulé par des gens qui avaient qu'on disait être des guérisseurs. Et en fait, on avait utilisé quand même, on avait quand même un groupe important, on avait 154 salamandres qui avaient été utilisées à ce moment-là. Et encore une fois, les salamandres manipulés par les guérisseurs ont connu une repousse plus rapide que les autres salamandres. Donc encore une fois, ça soulève des questions. On a même fait le même groupe, on fait des recherches en prenant des gens, des étudiants cette fois, et les étudiants ont accepté qu'on leur fasse une petite incision sur le bras et
Certains ont eu un toucher thérapeutique par des guérisseurs, d'autres simplement par des laborantins. Les étudiants ignoraient qui étaient les laborantins, qui étaient les guérisseurs, et les étudiants qui ont eu des touchés thérapeutiques par les guérisseurs ont connu une cicatrisation plus rapide que les autres. On a même fait l'expérience, c'est assez surprenant, avec des gens qui étaient derrière un mur. Donc on faisait placer par exemple les étudiants derrière un écran, et il n'y avait même pas de toucher, il y avait simplement les guérisseurs derrière l'écran qui se concentraient sur les blessures, et là encore, on a obtenu des résultats significatifs. Bon, dans le cas de cette expérience-là, pourquoi je choisis cette expérience-là? C'est parce qu'elle a été menée par un type qui s'appelle Daniel Wirth, et Daniel Wirth a éventuellement été arrêté en 2014. Pour une fraude bancaire. Ça n'a rien à voir avec ses recherches, avec d'autres. Mais tu comprends que rapidement, comme on est ici en présence d'une recherche qui parle des guérisseurs, qui fait un peu controverse, dès que le bonhomme se retrouve arrêté pour fraude bancaire, qui n'a rien à voir avec ses recherches, ben ça met immédiatement un discrédit sur la recherche. Ah ouais, mais le gars c'est un fraudeur. Fait que s'il a fraudé une banque, il pourrait avoir fraudé les recherches. Donc c'est un milieu qui reste controversé, et on peut se poser la question. À tout le moins, moi, je me l'ai posé il y a quelques années. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette levée de bouclier du milieu scientifique dès qu'on parle des guérisseurs? Et même, je te dirais plus largement, quand on parle de la parapsychologie, il y a toujours un peu cette résistance, même si on a des données qui semblent concrètes, on a des données statistiques, parce que notre histoire de souris, notre histoire de salamandre, c'est toujours finalement des statistiques. Statistiquement parlant, les souris manipulées par Oscar Estebani ont guéri plus vite que les autres souris. Donc, même si on a des preuves statistiques, et on le sait en science, la preuve statistique est valable dans plein de domaines, comme par exemple dans le domaine de l'astronomie. Bon, on n'a pas tous vu le Big Bang, on n'a pas vu toutes les étoiles et toutes les planètes de l'univers, mais on y va de manière statistique. On se dit, bon, si on prend par exemple une portion du ciel, on a tant d'étoiles, tant de planètes, on peut extrapoler puis dire, bon, dans d'autres galaxies, on doit rencontrer à peu près les mêmes conditions. Ouais, donc, c'est ça. Et on accepte ça. Donc, dans le domaine de la science, dans plein de domaines, là, je t'ai parlé de l'astrophysique, mais dans le domaine médical, c'est un peu la même chose. On va développer des vaccins, on va développer, Dieu seul sait si on en a parlé, des vaccins. Donc, on va développer des vaccins, on va développer des médicaments, on va prescrire à des gens des placebos, à d'autres, on va donner le véritable vaccin ou le véritable médicament. Et encore une fois, la preuve de la qualité du médicament ou de son efficacité sera jugée sur la fonction de la statistique. On a donné tel médicament à tel groupe de patients, on a donné des placebos, et finalement, les gens qui ont reçu le médicament ont connu une guérison, une rémission plus rapide, donc le médicament fonctionne. Encore une fois, on va accepter la statistique. Mais dès qu'on parle des guérisseurs, ou plus largement de la parapsychologie, dès qu'on parle de preuves statistiques, c'est insuffisant. Alors pourquoi ça fonctionne en astronomie ou en astrophysique? Pourquoi ça fonctionne en médecine? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec la parapsychologie? Est-ce qu'on pourrait dire que la science est encore frileuse à parler? Parce que quand je t'écoute faire la mention des expériences scientifiques, je vois qu'il y a un gros parti, ou du moins je fais l'hypothèse que le moral de l'individu ou même de l'animal, même si on n'est pas capable d'être dans la tête des souris, là, a beaucoup à jouer sur le processus de guérison, j'ai l'impression. Tu as mis un peu le doigt dessus. Ici, on parle de croyances, et le domaine de la parapsychologie, qui plus est le milieu des guérisseurs, on flirte avec le religieux. Quelle est la différence entre un Oscar Estebani qui manipule des souris et le frère André qui guérit un paralytique? Tu comprends? On est ici à la frontière parce que les guérisseurs flirtent avec le milieu du religieux. On a l'impression que certains phénomènes paranormaux, voir un fantôme ou voir la Vierge Marie, les gens ont eu une apparition. Donc, peu importe que cette apparition soit drapée d'un manteau bleu et qu'on l'associe à la Vierge, ou que ce soit mon grand-père qui soit apparu, c'est une apparition, et les gens rapportent une apparition. Donc, dans l'univers du paranormal, on flirte souvent avec des phénomènes qui ont des caractéristiques religieuses. Et le religieux et la science ne font pas bon ménage. Et dès qu'on parle de ces phénomènes qui semblent un peu s'inspirer des phénomènes religieux, bien sûr, la science dit la preuve statistique est insuffisante, il nous faut plus. Quelque part, je te dirais que je suis assez d'accord avec cette fermeté de la science par rapport au paranormal, pour la simple et bonne raison que c'est trop facile de duper les gens.
Lorsqu'on parle des phénomènes paranormaux, les gens veulent croire. Et parce que les gens veulent croire, très rapidement, tu sais, les gens, c'est pas je veux croire que le placebo fonctionne mieux que le médicament. Je veux croire que le vaccin fonctionne. C'est moins évident que lorsque l'on parle des phénomènes paranormaux. Les gens veulent croire que leurs proches décédés sont tout autour d'eux. Ils veulent croire qu'ils peuvent communiquer avec ces âmes errantes. Ils veulent croire lorsqu'ils sont dans un état, ils sont atteints d'une maladie mortelle en phase terminale, ils veulent croire que le guérisseur peut apporter un espoir ou une guérison. Donc, il y a cette volonté de croire et quand on veut croire, très rapidement, on baisse notre garde et on manque d'esprit critique. Et c'est là que la science va intervenir comme un garde-fou en disant « Attention, il faut plus que ça. » Parce que si on est dans le domaine de la croyance, les simples relevés statistiques sont intéressants, mais insuffisants. Et je suis assez d'accord avec ça. Ce que je reproche à la science, c'est de ne pas laisser suffisamment de place à ces recherches. Hein, elles sont très souvent, souvent on entend des scientifiques qui vont critiquer des recherches sans même avoir pris connaissance de la recherche ou de phénomènes sans même bien les connaître parce que ils s'expriment en termes de leurs préjugés. Oui. Et non pas d'une connaissance du sujet. Moi, combien de fois j'ai entendu, et même je me rappelle dans une émission, j'avais reçu un scientifique qui avait une dent contre le paranormal et il avait lancé en ondes, il dit la parapsychologie a jamais obtenu le moindre résultat. Oh, j'ai eu des frissons là. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Ça aurait été le fun d'avoir en laboratoire quelqu'un qui pouvait déplacer un bloc de béton avec la force de la pensée, mais on a obtenu quand même des résultats statistiques qui sont très intéressants et qu'on n'a pas réussi à expliquer d'autre manière qu'en faisant intervenir un agent X qu'on n'a pas identifié. Donc, on voit ici qu'on a souvent les scientifiques, les milieux académiques ont une mauvaise connaissance des phénomènes paranormaux et ils vont les critiquer de manière excessivement virulente. Avec beaucoup de résistance. Et avec beaucoup de résistance. Et pourquoi cette résistance? Parce que très souvent, ces phénomènes, je le rappelle, flirtent avec le religieux. Et j'ai un bon ami à moi, Mallory Clément, qui habite en France, qui a fait énormément de compilations de recherches et de travaux sur les phénomènes paranormaux. Et je suis content de dire que je lui ai parlé il y a quelques jours et il a accepté d'intervenir peut-être une fois toutes les 4 à 6 semaines dans l'émission ou pour nous parler des phénomènes paranormaux. Son travail est colossal, énorme sur la compilation de recherches qui ont été faites et justement son cheval de bataille, c'est de prendre position en disant attention, la science critique beaucoup ces phénomènes paranormaux mais on raconte n'importe quoi. Comme par exemple dire les gens ont vu des fantômes parce qu'il y avait des champignons dans leur système de ventilation. Ouais. C'est vrai que c'est bon. On a vu circuler ça. Ça fonctionne pas. Ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait une expérience en laboratoire, qui a mis des champignons puis que les gens sont mis à voir des fantômes. C'est pas vrai. Tu comprends? Mais pourtant, dans les milieux, combien de fois j'ai entendu des scientifiques reprendre cette histoire-là en disant « Ah ouais, mais il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas des champignons dans la maison qui fait que les gens ont vu des fantômes? » On tombe un peu au ridicule. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme une explication passe-partout. Non, ça marche pas. En science, on demande l'expérimentation pour valider une hypothèse. Ben, cette hypothèse-là a jamais été validée. Et pourtant, les scientifiques sont prêts à s'y raccrocher parce qu'elle élimine l'élément surnaturel. Un champignon, ça n'a rien de naturel, donc merci, bonsoir. Le fantôme, on le renvoie aux oubliettes. Donc, Mallory Clément a fait un travail fabuleux autour de ça. Et il va intervenir de temps à autre dans l'émission lorsqu'on va parler de phénomènes paranormaux et un peu rétablir les bases de ce que l'on sait, de ce que l'on croit, puis de ce que l'on ne sait pas. Et moi, je reste sur mon appétit parce que je veux comprendre. Je veux comprendre ce phénomène-là. Christian, ça a été un plaisir encore de travailler ensemble ce soir. Merci beaucoup. Ça demain. Est-ce que tu vas reparler un peu d'Elvis demain? C'est-tu dans tes complots? C'est-tu dans je peux bien en parler du complot d'Elvis. Elvis est toujours vivant. D'où ça vient? Hein? C'est amusant. D'où ça vient, cette histoire-là? C'est sûr qu'on veut y croire, mais il y a quand même des éléments que les gens ont apportés pour essayer de justifier la survie d'Elvis. Fait que je pourrais peut-être t'en parler quelques minutes demain. Ça pourrait faire partie de nos sujets, effectivement, dans nos mercredis thématiques, théorie du complot et phénomènes inexpliqués. Je te souhaite une excellente fin de soirée et les auditeurs, ça va être disponible sur la page Facebook. Je vais d'ailleurs publier, j'ai oublié ça, de publier l'épisode en intégrale d'hier sur notre page Facebook Radio X-Files. Bye bye, Christian. On se reparle demain. À demain. Bye.